Bonjour, Diane Larokumba Simbo, je suis née à Tchibanga, j'ai grandi à Libreville. Et donc je suis l'enfant de deux élèves. Papa et maman papa était en terminale, il passait le bac. Maman n'était pas encore en terminale. Donc, papa a l'habitude de dire que c'est parce qu'il passait le bac que je suis intelligente. Donc c'est mon papa géniteur. Ensuite, comme ils étaient trop jeunes, les parents de papa avaient peur qu'il laisse l'école pour pouvoir s'occuper de l'enfant. Donc, c'est comme ça que maman se retrouve avec moi. Maman m'a raconté que quand on lui a demandé qui t'a mis enceinte, elle n'osait pas dire parce que voilà, elle protégeait. Ça n'a pas été facile pour elle. Mais voilà, donc c'est moi. Donc, quand je suis née, j'ai tété le sein de maman. J'ai aussi tété le sein de la grand-mère, parce qu'à l'époque, la grand-mère faisait encore les enfants. Donc voilà. Et puis après, maman est venue à Libreville. La grand-mère a dit, tu as fait l'enfant, amène l'enfant. C'était pour que maman garde le sens des responsabilités. Et puis maman est venue à Libreville, et là, elle a rencontré un homme merveilleux qui m'a donné le nom. Donc c'est ce qui explique mon nom qui est composé. Donc il y a le nom du village et puis il y a le nom de mon papa qui m'a pris comme que c'est son enfant. Et à titre personnel, moi-même j'ai un enfant, voilà. Je n'arrive toujours pas à réaliser qu'aujourd'hui mon bébé va à l'université. Dans ma tête, je la revois encore la première fois que je l'ai menée à la crèche. En fait, en France, c'est toi qui fais le tour des crèches et puis tu essaies de faire accepter ton enfant. Et donc, j'avais bien habillé ma fille, je me suis bien habillée, je voulais faire présentable et tout. J'arrive, elle est dans mes bras. À peine je la pose au sol, elle s'est mise à courir vers les salles de classe. Moi, j'avais honte. Je me suis dit, elle me fait remarquer. Ah, on va nous refuser. Et puis la directrice a dit, ben voilà, elle a choisi son école. Dans les années 80, il y a un monsieur Kombe Nyondo, qui a créé une école, Saint-Christophe. Et ensuite, malheureusement, il nous a quittés. Et c'est sa femme, Madame Kombe Nyondo, qui a pris le relais. Elle a fait de Saint-Christophe une grande école et je tiens à la remercier parce que mon passage à Saint-Christophe, je suis désolée, je suis émue, parce que ça me rappelle énormément de souvenirs et je me rappelle qu'elle nous a menés à prendre confiance en nous. Je vous parle, je repense à mes années à Saint-Christophe, je fais partie de la deuxième promotion, c'est-à-dire que quand je suis arrivée en Saint-Christophe, en fait, à chaque fois, on construisait les classes devant nous. Par exemple, quand j'étais en classe de 3 ans, on construisait la classe des 4 ans. Ensuite, je suis allée au collège Notre-Dame de Kouaben. J'ai fait jusqu'à la classe de seconde. Et ensuite, la première et la terminale, je suis allée au lycée de Joué d'Abani. J'ai eu mon baccalauréat et après, je suis allée en France faire des études de droit parce que mes parents voulaient que je fasse des études de juriste. Normalement, je me destinais à l'avocature. Le fait d'être allée en France pour moi, parce que ma maman m'a toujours dit, tant que tu es chez les parents, tu fais comme les parents te disent. C'est quand tu seras chez toi, quand tu auras ta propre maison, maintenant tu pourras faire comme tu veux. Le fait d'être allée en France, ça a été l'occasion pour moi d'avoir mon propre appartement, de payer mon propre loyer. Donc voilà, petit à petit, je n'ai pas laissé l'université tout de suite. En fait, je me suis organisée pour petit à petit être indépendante et puis me lancer vraiment vers ce que je souhaitais. Donc c'est comme ça qu'après, je suis quand même allée jusqu'au, je sais pas comment on dit, à l'époque il y avait le DOG, il y avait la licence, ensuite c'était la maîtrise. Et ben voilà, et puis après j'ai abandonné l'université. Je suis allée travailler dans un grand magasin, c'était en France, une grande enseigne. Et c'est quand j'étais dans ce magasin, c'est là que j'ai été publiée pour la première fois. Et puis voilà, ça nous amène dans ma vie littéraire.
Donc voilà, depuis l'école primaire, j'écrivais déjà, j'écrivais des poésies, voilà, des petites, j'écrivais des vers en prose. Quand j'étais à Aquaben, j'ai écrit une pièce de théâtre. J'aurais voulu que mes camarades la jouent, ça s'est pas fait. Je me rappelle qu'une fois, il fallait écrire une hymne, l'hymne de l'école. J'avais écrit, j'avais fait chanter par les camarades de classe. Je me rappelle les garçons qui faisaient les pitres et tout. C'était des bons moments d'enfance. Ensuite, quand je suis allée à l'université, je continuais à écrire des... Là, j'écrivais maintenant des romans. Je les faisais lire à mes camarades de l'université qui me disaient « Mais pourquoi tu ne le fais pas publier ?» En fait, comme je n'avais jamais été poussée là-dedans, donc j'avais honte en fait. J'étais introvertie. J'étais trop timide en fait. Donc je n'osais pas. Je disais « Ah, mais peut-être que ça va plaire à personne. Aucun éditeur ne voudra. » Et puis, c'est après avoir quitté l'université, je me suis mise à travailler. Et puis, à un moment, lorsque j'ai eu mes premiers congés payés, je suis allée à Marrakech, en séjour touristique. Moi, je suis attirée par les vieilles pierres. Donc là-bas, à Marrakech, je m'intéressais plutôt au vieux Marrakech, à l'histoire de Marrakech. Et puis, en soirée, je suis allée en boîte de nuit avec certaines personnes de la communauté française. On s'est bien amusé. Et on rentre de boîte de nuit. Normalement, les autres veulent dormir. Moi, j'étais tellement contente, j'étais tellement à l'aise que j'ai demandé des feuilles à la réception et je me suis mise à écrire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon livre que j'ai par la suite appelé Nuit blanche à Marrakech. Nuit blanche parce que j'ai commencé à l'écrire lors d'une nuit blanche. Et puis donc, c'est un livre en fait qui rappelle le médiéval africain. Parce qu'il faut savoir que l'Afrique du Nord, avant, c'était des royaumes africains faits par des Noirs. Et puis par la suite, il y a eu les arrivées d'autres peuples et c'est comme ça qu'aujourd'hui, c'est des populations assez métissées. Mais à l'origine, quand on parlait des morts qui venaient d'Afrique du Nord, c'était des Noirs. Notamment, par exemple, les ancêtres des Peuls, par exemple. Donc c'est comme ça que mon premier livre a été fait. Je fais parler de moi sur Internet. J'avais même été interviewée par Jean-Jacques Bourdin sur RMC parce qu'il parlait en fait des artistes qui émergeaient à travers Internet. Et puis voilà, voilà. C'était vraiment un honneur pour moi d'être interviewée par Jean-Jacques Bourdin. Il faut savoir que là-bas en France, c'est un grand journaliste. Et puis voilà, donc je me suis fait remarquer comme ça. Et par la suite, donc à l'époque, j'étais mariée. Et donc mon mari, pour me soutenir, il m'avait pris rendez-vous avec un éditeur toulonnais. C'est comme ça que je suis entrée aux Presses du Midi, à compte d'éditeur. Moi, à l'époque, franchement, tout ça, je ne connaissais pas. Et par la suite, j'ai appris qu'être à compte d'éditeur, c'est une aubaine, c'est bien. Voilà, c'est pas comme quand tu es à compte d'auteur, en fait. En tout cas, c'est mieux. Et bien, c'est comme ça, les Presses du Midi m'ont fait confiance pour La Commune Enchantée. Ça s'est bien passé. Ils m'ont renouvelé leur confiance pour L'Auteur Caché. Ensuite, pour Comment aimer son job. Et par la suite, ben voilà, comme je voulais être... en fait, voilà, je voulais toujours évoluer. Je me suis dit, ben, pourquoi ne pas aussi signer avec une maison parisienne? Donc c'est comme ça que j'ai signé avec la maison Edilivre, qui est basée à Paris. Et eux, ils m'ont signé Un jour j'irai dans les étoiles. Alors, La Commune Enchantée, ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui sauve un village. C'est le village de Solespan, qui se trouve non loin de Toulon, qui m'a inspiré, notamment le château de Solespan, avec son grand parc dans lequel il y a un séquoia. Il faut savoir que le séquoia, ce n'est pas du tout un arbre typique de France. Donc, c'est surprenant. Et c'est justement ce qu'il a. Et puis, j'ai eu l'occasion à l'époque, lorsque j'étais allée sur place, de rencontrer le jardinier qui entretient ce grand parc. Il est vraiment amoureux de cet espace, sa façon de parler. Bon, c'est peut-être mon côté artiste, mais j'ai été émue, ça m'a transportée, donc ça m'a inspiré. La Commune Enchantée. L'Auteur Caché, c'est mon histoire, parce que tout le monde me disait, mais raconte un peu ton histoire. La vérité, c'est pas facile de parler de soi. Parce qu'en fait, on a un peu honte, on se dit, ben, ma vie n'intéresse personne. Et mes amis me disaient, mais si, raconte. Donc, dans L'Auteur Caché, je raconte un peu comment je suis arrivée, comment
j'ai essayé, je raconte donc une jeune fille qui travaille dans un magasin, et puis à côté, elle part à travers la France pour faire les salons du livre. Comment en fait, le matin, je fais un salon du livre, et puis après, je cours, je me change vite fait dans la voiture pour aller au travail. Et puis que c'est presque deux mondes différents que je vivais. Et comment petit à petit, et puis sachant qu'en même temps, en parallèle, moi, je devais aussi stabiliser ma vie en France, parce qu'il faut pas oublier que je suis immigrée. Donc, c'était pas facile. Et puis aussi, me faire accepter tel que je suis. Parce que faut savoir que le côté mercantile, on veut te mettre dans une case. C'est-à-dire, on dit, bon, toi, tu vas toucher ce public-là. Toi, tu vas vendre ce produit-là comme ça. Toi, en tant qu'artiste, la manière dont on veut te vendre, ça ne te correspond pas forcément. Alors, c'est toi qui dis, non, moi, je vais être comme ci, comme ça. Et à travers l'auteur caché, je raconte ça. Bon, je le dis de manière enjôleur, parce que voilà, parce que je sais que même quand je raconte mes galères, par exemple, à un moment donné, dans mes galères, après mon divorce, je me suis retrouvée à dormir dans ma voiture. Mais en fait, j'ai eu une relation quasi fusionnelle avec ma voiture. Elle était ma maison, ma meilleure amie. Je lui parlais, elle était ma copine. Et malgré ça, autour de moi, je restais rayonnante. Je continuais à aller travailler. Dieu merci, j'avais un travail. Voilà, même pour la socialisation, c'était bien. Et je continuais à écrire. En fait, je partais dans une célèbre enseigne de fast-food. Je partais pour pouvoir avoir la lumière, pour avoir l'électricité, pour pouvoir brancher mon ordinateur. Ma plus grosse possession à l'époque, c'était mon ordinateur. Je pense que mon ordinateur valait plus que ma vieille voiture. Mais voilà, c'était ça. Mais tout ça, sincèrement, même moi-même, je le vivais avec légèreté. Je me disais, voilà. Et puis par la suite, j'ai eu un appartement. Et après, plus tard, j'ai écrit Comment aimer son job. Notre travail a un impact sur nous. C'est très important. Moi, par exemple, il m'a permis d'avoir des éléments pour mieux vendre mes livres. Parce que j'étais dans le commerce. J'étais caissière. Et dans mon travail, voilà, on accueillait le client. La relation avec le client. Eh ben, j'ai puisé là-dedans pour ma relation avec les lecteurs. Quand je faisais les salons du livre, en fait, je leur parlais comme si je parlais à mes clients dans le magasin, en fait. Et franchement, ça me plaisait. Et j'avais cette posture-là. Et c'était marrant pour moi d'être comme ça, sachant que j'étais en civil. Parce que pour moi, dans ma tête, c'est comme si je portais l'uniforme du travail, quoi. Franchement, voilà. Et ben, alors, Comment aimer son job, c'est une satire sociale. Dedans, je fais le porté-croisé de plusieurs profils. Et puis, j'essaie de montrer comment notre travail influence notre perception de la vie, notre perception du quotidien. Ensuite, j'ai signé avec Eddie Livre. Un jour, j'irai dans les étoiles. Il faut savoir que c'est un projet ancien. C'est un des livres que j'ai écrit depuis très longtemps. Et avant qu'il soit publié, je l'ai réactualisé. Dedans, en fait, ça raconte l'histoire d'une Gabonaise qui, depuis le Gabon, elle veut devenir astronaute. Donc, elle part en France, elle fait des études pour. Et les difficultés, les péripéties de l'immigration fait qu'elle se retrouve coincée en France. Elle se retrouve à faire la plonge dans un restaurant. Jusqu'à ce qu'un jour, de manière inattendue, des hommes de la NASA viennent la chercher. C'est inspiré de moi. Voilà, ouais, on retrouve ce côté. Depuis le Gabon, je voulais être écrivain. Quand je suis partie en France, je me suis dit, à défaut de le faire au Gabon, en France, je vais essayer de le faire moi-même. Je vais essayer de voler de mes propres ailes et devenir écrivain. Et puis, sincèrement, dans ce livre, au moment où la NASA vient la chercher, en fait, elle croyait que si ça lui arrivait, elle croyait qu'elle était prête. Au moment où ça lui arrive, en fait, elle n'est pas prête. C'est ce que j'ai vécu aussi. Je disais, moi, je deviens écrivaine. Quand maintenant, je me suis retrouvée à signer un compte d'éditeur, quand je me suis retrouvée à faire des salons du livre, par exemple, j'ai fait le salon du livre de Paris, j'ai fait le salon du livre de Bruxelles, la vérité, des fois, je me disais, c'est moi qui suis ici. Ça me fait penser un peu à la chanson de Madonna, Who's That Girl? C'est ce qu'elle raconte dedans, c'est que, elle se dit,
Moi, l'enfant de mon père, l'enfant de ma mère, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je suis là? Pourquoi il y a toutes ces caméras? Pourquoi il y a tous ces micros? Pourquoi il y a tous ces grands, toutes ces personnes à ma table? Pourquoi toutes ces personnes viennent acheter mon livre? En fait, les gens ne se rendent pas compte, mais on est soi-même les premiers surpris de ce qui vous arrive. Alors vous n'imaginez pas même ma propre surprise, moi-même, quand j'ai été contactée pour venir au Filiga, à Libreville. J'étais à Toulon, on m'a dit, oui Diane, toi tu parles de la culture africaine ici en Europe, tu te fais connaître ici, le Filiga, ça te ressemble. Il y aura beaucoup d'auteurs qui viennent d'ailleurs, il y a des gens qui viennent du Canada, des autres pays africains. Tu vois, toi tu viendras de France, vas-y. Franchement, rien que quand on m'a contacté, quand j'ai reçu l'invitation du Filiga, je disais, waouh, moi, on m'appelle au Gabon pour comme ça aller parler de mes livres, aller présenter mes livres. C'est comme ça que je suis venue. Voilà, j'en ai parlé avec mon éditeur et tout. Mon éditeur m'a dit, ben, prends une certaine quantité. Franchement, la quantité que j'ai prise, enfin, moi, je voyais. Parce que, en fait, avant de venir au Filiga, à côté de Toulon, à la vallée du Var, j'avais fait une dédicace. J'avais fait en fait l'ouverture de la séance de dédicace d'une grande enseigne de librairie. Et j'étais le premier auteur. Et c'était la reprise post-Covid. Donc, la librairie disait, bon, on ne sait pas si les gens vont venir nombreux. Ils ont dit, bon, on va voir. Ils ont commandé, enfin, il y a eu une certaine quantité de commandés. Et je devais faire quelque chose. Ça commençait à 14h, 14h30 et je devais terminer peut-être vers 18h. En fait, à 16h, j'avais déjà tout vendu. Waouh. Moi, j'étais contente parce que ça est dans ces choses-là, quand on t'invite comme ça, c'est bien quand c'est positif, c'est bien quand les résultats sont bons. Ça fait que, voilà, on se dit, bon, mais cet auteur, enfin, elle est vendeuse, c'est bien. Donc, c'est comme ça que l'éditeur m'a dit, ben, vous allez aller à Libreville dans un grand événement, et ben, emporter une certaine quantité de livres. Franchement, au fond de moi, je me disais, l'Afrique n'a pas la culture de l'amour du livre comme en Europe. Est-ce que je ne vais pas revenir à Toulon avec plein de bouquins? Eh bien, vous savez quoi? Donc, je suis venue avec mes piles de bouquins, vraiment, hein, 3 jours. Le premier jour au Filiga, bon, c'était l'ouverture, il y avait énormément de médias, donc c'était surtout la journée interview et tout. Il y avait chaînes nationales, chaînes privées, il y avait des chaînes gab locales, les chaînes des autres pays africains. J'ai enchaîné les interviews. J'ai aussi vendu. Le deuxième jour, ça tombait le jeudi de l'Ascension. Je vous promets que, premièrement, je félicite les organisateurs du Filiga Rosny. Je le félicite, ainsi que toute l'équipe, parce qu'ils ont fait les choses en grand. Et je tiens à vraiment encourager le public gabonais. Vous nous avez surpris, moi la première. Surtout, moi, je suis écrivaine gabonaise. Je connais. Je sais qu'ici, en Afrique, au Gabon particulièrement, les gens n'achètent pas forcément les livres. Sauf quand le professeur dit « allez acheter tel livre ». Les gens vont acheter le livre parce qu'il faut, parce qu'il y aura le devoir. Mais franchement, j'ai été agréablement surpris de voir des parents venir avec les enfants, des personnes venir, même des personnes qui disaient « ah, je passais, j'ai entendu dire que, ah oui, j'ai vu, on m'a dit que… » et tout. Les gens ont acheté des bouquins. J'ai vendu. À la fin, c'est moi-même qui ai réservé. J'ai gardé 5 exemplaires de mes livres. Parce que voilà, j'ai envie de les apporter à une grande librairie locale. C'est moi qui ai bloqué les 5 dernières ventes en disant non. En fait, il en restait 6. Et il y a une fille qui est venue. En fait, elle avait vu un de mes livres, La Commune Enchantée. Et puis, elle est partie chercher sa mère. Elle a dit « maman, c'est le livre-là que je vais acheter ». Et moi, en fait, j'avais bloqué les 6 derniers exemplaires. Mais tellement, ça m'a touchée que la fille est allée chercher sa mère. J'ai dit, bon, allez, je vends. Donc, du coup, il me reste, à l'heure actuelle, à l'heure où on enregistre cet entretien, il me reste 5 exemplaires. Mais c'est moi-même qui n'ai pas voulu les vendre pour pouvoir les apporter à la librairie en question. Vraiment, bravo.
On a aussi vu des personnes venues d'ailleurs. Donc vraiment, je tiens à signaler cela. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai accepté le Finiga. C'est-à-dire que j'ai pris le temps de regarder comment ça se présentait. J'ai vu que c'est assez cosmopolite. Cela me correspond. La mondialisation, par exemple, qui fait qu'aujourd'hui, on a des choses comme le fait que les mannequins noirs, c'est devenu commun. Maintenant, on ne s'étonne plus de voir des grandes marques de luxe avec des mannequins noirs. On ne s'étonne plus de voir des modèles noirs défiler pour des grands noms. Eh bien, ça, c'est bravo la mondialisation. Quelles sont mes perspectives? Continuer à faire en sorte qu'en Europe, la référence africaine devienne commune. J'ai remarqué que là-bas, ils n'ont pas facilement ils n'ont pas facilement cité des auteurs africains, vous savez, comme Nduna Depeno, vous savez, le poète gabonais, comme Okumba Kogé Maurice, le romancier gabonais. Ils n'ont pas facilement cité Cheikh Anta Diop, qui nous vient de Guinée, Conakry. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est parce que des fois ils ne connaissent pas. Et en Europe, les gens qui connaissent, soit c'est parce qu'ils ont travaillé en Afrique, ou bien parce qu'ils sont mariés avec des Africains ou des Africaines. En tout cas, il y a toujours un lien. En fait, avoir des références africaines, des repères africains, c'est vraiment de l'ordre de l'exception. Et moi, tous mes livres que j'ai cités, il faut savoir que c'est des histoires qui se passent pour la plupart à l'étranger, enfin en Europe, sauf Nuit Blanche à Marrakech, où le récit se passe au Maroc. Ça commence dans le Maroc médiéval notamment. À chaque fois, je raconte l'histoire en mettant des notations africaines comme ça. Voilà, j'évoque Georges Mbourou, le peintre gabonais, qui est actuellement le peintre africain le mieux coté. C'est très important. Peut-être que des fois, on a l'impression que l'Afrique n'existe pas dans la marche du monde à grande échelle. Mais voilà, il faut se poser la question, mais nous les Africains, qu'est-ce que nous faisons justement pour nous positionner à ce niveau-là? Et moi, Diane Laure Okumba Simbou, à mon humble niveau, j'essaie de faire ce que d'autres avant moi ont commencé à l'échelle du pays, à l'échelle du continent. J'essaie de l'apporter à l'échelle de la mondialisation. Mon premier job étudiant, c'était responsable de la salle informatique. C'est-à-dire qu'à l'époque, Internet n'était pas encore vulgarisé, n'était pas encore démocratisé. Fallait avoir les codes et tout. Donc, je m'occupais de la salle informatique. Et puis, pareil, je crois que c'était limité à 1 heure par personne. Mais bon, je ne vous cache pas que mes amis, je leur disais, bon, c'est bon, tu peux encore rester. Et tout. Et donc, et puis, quand j'étais comme ça, même, c'était l'occasion. En fait, même ça m'a permis aussi de m'intégrer avec mes camarades français. Parce que comme c'était moi qui m'occupais de ça, des fois, ils me disaient, oh, est-ce que tu peux me laisser un peu plus longtemps? Je disais, bon, c'est bon, vas-y. En fait, ça me faisait... Enfin, ça faisait que voilà, j'étais acceptée. Parce qu'il faut savoir aussi que un des problèmes aussi des étudiants étrangers quand ils arrivent, c'est aussi l'intégration, quoi. C'est comme ça que certains se mettent à fumer pour pouvoir s'intégrer avec les autres. Certains se mettent voilà, quoi. Moi, je n'ai pas eu besoin de fumer ou de me lancer dans quoi. Le simple fait que je m'occupais de la science informatique, ça faisait que mes camarades français se rapprochaient de moi, tout. Et puis bon, après, c'était... Oh, bon. Après ça, et en même temps, je travaillais aussi à la bibliothèque. J'étais tout le temps à la bibliothèque. Et donc, voilà, je faisais le rangement des bouquins. Et puis, ben, c'est pareil aussi. Parce que normalement, la bibliothèque fermait une certaine heure. Mais des fois, il y a toujours un qui va dire « Oh, j'ai besoin encore de lire et tout. » Eh bien, on vient, on sympathise avec toi. Comme ça, si des fois, on a besoin un peu de tirer sur le temps. « Oh, Diane, s'il te plaît, est-ce que je peux rester ?» Toi, tu dis « Ouais. » En fait, tout ça, ça m'a aussi facilité mon intégration auprès des étudiants français, en fait. Parce qu'on dit, bon, mais c'est Diane, tu sais, Diane, c'est la fille de la bibliothèque. C'est la fille de la salle informatique. Donc voilà, c'est ce que je peux dire à la jeunesse, quoi, que quand vous avez une aspiration, n'en voulez pas au monde entier. C'est pas grave si vous avez l'impression qu'au début c'est compliqué, mais gardez le cap. Gardez
un bon fond. Sachez ce que vous voulez et restez humble.